Je pense avant de commencer qu'il convient d'introduire ce qu'est l'histoire, mais aussi le métier d'historien. Qui de mieux à propos pour l'illustrer que de citer Antoine Pro, une véritable référence en question d'historiographie, qui nous permettra de donner un sens à ces termes d'histoire et d'historien. Dans son ouvrage référence, appelé 12 leçons pour l'histoire, il définit ainsi ces deux notions. L'histoire, c'est ce que font les historiens. La discipline nommée histoire n'est pas une essence éternelle, une idée platonicienne. C'est une réalité elle-même historique, c'est-à-dire située dans le temps et dans l'espace. Portée par des hommes qui se disent historiens et sont reconnus comme tels, reçus comme l'histoire par des publics variés. On comprend rapidement que histoire et historien sont deux notions liées et qu'il y a une double reconnaissance au titre d'historien, d'une part par ses pairs, les autres historiens, mais aussi par le public. Mais cette définition ne concerne que l'histoire. Il convient de définir ce qu'est l'histoire militaire. Il faut donc ajouter ce terme de militaire. Il renvoie aux affaires martiales. On pourrait penser que cette précision est assez restrictive et qu'elle désignerait surtout une histoire factuelle, une histoire bataille. Pourtant, s'y limiter serait omettre une grande partie de l'histoire militaire, car celle-ci se veut un véritable carrefour de disciplines. Il faut en effet, pour comprendre un conflit ou un événement relatif à la notion guerrière, remonter en amont du processus, le disséquer aussi bien au niveau des décideurs que des praticiens, militaires ou alors officiers ou même diplomates, politiques, personnes de tout grade, tout genre, qui vont avoir une action directement ou indirectement à ce propos. Mais se limiter aux praticiens et aux décideurs n'est pas suffisant, il faut aussi penser à ceux qui vont subir ou être témoins de la guerre. Donc les civils, l'environnement aussi qui est trop souvent délaissé, des associations et tout bonnement la société. Les facteurs sur lesquels s'établit cette discipline sont nombreux. On pourrait parler des origines, de l'organisation, un ensemble de thématiques qui peuvent renvoyer, donc comme je l'expliquais, à une multitude de disciplinarités. Une multitude de disciplines, excusez-moi. Nous restons malheureusement ici confinés aux faits seulement militaires, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc cette histoire bataille. Le dénominateur commun reste donc cet usage martial, militaire, mais elle ne s'y limite pas. Le caractère de violence organisée couvre beaucoup plus de sujets et de thématiques. Elles peuvent aller des violences sociales, sexuelles, raciales, sociétales aussi. Ici, on ne parlera plus d'histoire militaire, mais de polémologie, qui est l'étude en fin de compte des conflits, de leurs causes et conséquences, afin d'en tirer des leçons, des enseignements, qui permettront de les comprendre et, si possible, de les éviter. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle le cursus des War Studies, qui sont en fin de compte un pendant assez proche de la polémologie, mais qui restent tout de même confinés à un aspect assez militaire. Pour des raisons de facilité, je vais faire un mélange en fait entre cette définition de l'histoire bataille, donc factuelle, et ces War Studies britanniques. C'est par facilité sémantique, mais aussi par souci de compréhension, puisque comme je vous l'expliquais, l'histoire militaire est transdisciplinaire. Je vais vous donner la définition que nous suivons au sein de la revue d'histoire militaire afin de vous faire comprendre ce petit néologisme, cette nouvelle signification que nous lui donnons. En France, le cursus universitaire dédié aux War Studies reste encore bien trop méconnu. Cette matière pluridisciplinaire analyse des conflits au moyen des facteurs économiques, sociaux et politiques. Il n'est pas question de relater pour présenter, mais d'expliquer pour comprendre. Ce qui se rapproche le plus des War Studies en France reste les cursus de polémologie, qui sont encore assez restreints. Je le précise, la polémologie n'est pas l'histoire militaire. L'histoire militaire en fait partie, mais la polémologie ne s'y limite pas. L'avantage de la nouvelle définition que je viens de donner de l'histoire militaire, c'est qu'elle va embrasser l'ensemble de ces disciplines, de ces carrefours, pour une meilleure compréhension, qui sera à la fois beaucoup plus profonde et cohérente. L'histoire militaire, telle que je vais en parler de ce fait, est le parfait mélange de cette conception française d'histoire bataille et cette conception britannique, anglo-saxonne même, dirais-je, des War Studies. Nous allons en venir maintenant au cœur du sujet, donc les manières dont celle-ci se manifeste aujourd'hui, en France et même ailleurs, à l'international, dans le monde, de manière globale.
Cela va sûrement vous paraître assez étonnant, mais l'histoire militaire est omniprésente, elle est partout. L'ensemble des médias, en fin de compte, peut s'en imprégner. Vous la retrouverez aussi bien au cinéma que dans la musique, ou plus traditionnellement dans la littérature. D'ailleurs, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par le cinéma, je pense, qui est un des vecteurs les plus simples d'accès et aussi qui permet une représentation qui peut se rapprocher d'un certain réalisme. Il peut être authentique, mais il essaiera de se rapprocher de conceptions qui ont été définies par des acteurs, par des témoins. Et quand bien même il y aurait cette rupture avec l'écran, le fait que vous soyez spectateur, il reste des enseignements à en tirer. Je définis en fin de compte deux catégories de films. Il y aura ceux qui viendront s'inscrire directement dans une conception précise de l'histoire militaire, les films de genre, les films de guerre en fin de compte, et vous aurez d'autres films qui vont s'imprégner de ce contexte pour s'en servir de détails ou trames de fond. Ici deux exemples. Je vais citer justement un film de Schoendoerfer, la 317e section, qui est un film de guerre, qui a d'ailleurs marqué un renouveau dans le cinéma des films de guerre français. C'est un film donc, qui se passe pendant la guerre d'Indochine et qui va présenter l'enfer de la jungle avec les pérégrinations d'une colonne de tirailleurs menée par un jeune lieutenant idéaliste qui peu à peu sera brisé par les affres de la réalité de cette guerre et d'un adjudant, l'adjudant Wilsdorf, qui va le suivre et qui lui va rester pragmatique de tout du long. Ce film est d'ailleurs très intéressant parce qu'il est l'un des premiers à mettre en avant cette notion, même ce fait, peu évoqué à l'époque, des malgré nous. L'adjudant Wilsdorf a fait le front de l'Est. Il n'en est pas précisé plus, mais du fait qu'il a été vétéran et qu'il se retrouve en Indochine, on pourrait penser très bien qu'il ait pu le faire sous les uniformes allemands, volontairement ou non. Cette conception ressort donc, au-delà du thème de la guerre d'Indochine, et fait de ce film une référence. Dans un genre plus large, je pourrais vous citer des blockbusters qui vont s'imprégner de l'histoire militaire en tant que détail ou alors tout simplement trame de fond. Je vais citer la saga des Star Wars qui permet d'avoir certaines notions d'histoire militaire et même de stratégie qui vont servir en fin de compte de contexte sans qu'un lecteur néophyte ne s'en rende compte. On parle d'une confédération du commerce dans la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, qui vont mener des blocus économiques. C'est l'un des films justement qui va présenter cette conception militaire que peut prendre un blocus économique. A contrario, je pourrais aussi vous parler de Taxi Driver, le film de Scorsese, où Travis Bickle, joué par De Niro, est un vétéran du Vietnam qui peine à se réinsérer. C'est un film aussi qui se veut comme un pamphlet contre la guerre du Vietnam et la difficile réinsertion des hommes qui auront combattu là-bas. Autre que le cinéma, je vais maintenant aborder la littérature qui, comme je l'ai déjà expliqué, nous a réunis ici et qui reste le vecteur traditionnel. Je la définis en deux catégories. Vous aurez d'une part la littérature que j'appelle spécialisée et celle non spécialisée. Je vais commencer par celle spécialisée. Elle est l'œuvre de passionnés, d'amateurs, de professionnels aussi et même d'acteurs qui auront vécu des guerres ou alors en ont été témoins. Ces ouvrages, généralement, sont empreints de l'ensemble des carrefours dont je parlais précédemment, sociologie, économie, même géographie, et vont permettre d'avoir un regard très intéressant et même original sur des événements. L'histoire militaire, c'est cela, c'est présenter un conflit, un événement, et de l'expliquer de différentes manières. Je pourrais citer par exemple la maison d'édition anglo-saxonne Osprey Publishing qui en a fait son cheval de bataille et qui présente de nombreuses collections thématiques, donc aussi bien sur des unités que sur des campagnes, afin d'apporter un maximum d'informations très intéressantes d'ailleurs sur des conflits et même de soulever des pans peu connus sur des unités par exemple. En France, nous avons aussi la maison d'édition Heimdall qui va être restreinte au niveau des sujets à la Seconde Guerre mondiale et aussi par exemple aux Vikings ou aux Normands et qui va elle aussi apporter des informations. Une des spécificités d'Heimdall, d'ailleurs, ce sont les monographies. C'est un autre aspect de l'histoire militaire dans la littérature. Ce sont ces études qui vont être menées sur un aspect spécifique. Ici, une unité. Ou alors, cela pourrait être aussi un personnage historique, une biographie par exemple, sur un homme d'État ou un général. C'est une littérature qui est très spécialisée, comme je l'ai expliqué. Et parmi celles-ci, il y a un genre tout particulier qui me tient à cœur. C'est ce qu'on appelle la littérature grise, celle des techniciens, celle de ceux qui ont fait la guerre, ou alors qui l'ont conçue. On y retrouve des essais, des théories, des témoignages, des mémoires. Ce sont ces travaux de première main aussi qui permettent de faire avancer la recherche en présentant de divers points de vue, expériences sur des sujets précis.
À côté de cette littérature assez traditionnelle, il convient aussi de rappeler cette littérature qui va s'en servir comme train de fond, donc non spécialisée, la fameuse deuxième catégorie dont je parlais. Celle-ci peut s'avérer vaste et peut passer sur des détails très superficiels ou alors faire preuve d'un pointillisme très bienvenu. Alors pour tout ce qui est, on va dire, superficiel, parfois dans des romans, vous aurez le contexte sera une guerre, je prends l'exemple de Tant n'emporte le vent, ou la guerre de sécession et le contexte de l'ouvrage, puis après de sa mise en scène en tant que film. Vous aurez à contrario des petits passages d'ouvrages académiques souvent, qui vont être très pointilleux et qui vont faire appel à des spécialistes pour détailler un aspect particulier d'une civilisation, d'une période, d'un événement. Je pense tout particulièrement aux ouvrages universitaires où par moment vous pourrez avoir Yann Le Goec ou alors Jacques Le Goff qui vont faire des précisions donc sur respectivement donc pour Jacques Le Goff les armées au Moyen-Âge lors de la guerre médiévale, ou alors pour Yann Le Goec tout ce qui concerne les légions romaines par exemple. Là, il s'agira de passages qui n'auront rien à envier aux ouvrages de la première catégorie dits spécialisés, puisque ces personnes, en fin de compte, sont des professionnels et vont apporter un regard très précis et profond sur ces sujets. Cette littérature, donc, que j'appelle non spécialisée, présente un avantage, c'est qu'elle permet aussi d'ouvrir des sujets, peu ou pas connus, à un très grand nombre de personnes. Vous pouvez avoir, moi je pense notamment aux ouvrages de Cornelius Ryan, Le jour le plus long, Un pont trop loin aussi, il ne faudra pas oublier, il vient de lui, qui vont permettre de mettre en avant des spécificités, des petits clins d'œil, des anecdotes sur des conflits, alors même s'ils sont romancés et qui peuvent laisser une large part à des éléments de fiction, vous pourrez avoir quand même des événements qui sont plus que bienvenus. Je pense à l'opération Market Garden, pour Un pont trop loin, qui est en fin de compte une opération très importante. Il s'agit d'une des dernières grandes défaites des Alliés. Il s'agissait de contourner en fin de compte l'Allemagne par les Pays-Bas et qui va s'avérer un désastre. Et pour reprendre justement des dires d'officiers britanniques à la fin de cette opération, ce fut un pont trop loin. Pourquoi? Parce que le 30e corps britannique qui devait rejoindre les parachutistes dans les différentes villes sur le long de ce qui sera appelé par la suite la Hells Highway, donc l'autoroute majoritaire, la seule qu'il y avait d'ailleurs à l'époque aux Pays-Bas en ligne droite. Dans cette ville où il y a ce dernier pont, la ville d'Arnhem, les parachutistes britanniques et même ceux polonais qui essaieront de les relever vont se faire étriller à cause des retards que va subir donc le 30e corps par les embuscades des Allemands le long de cette autoroute. Ce livre a été adapté par la suite dans un film, à succès d'ailleurs, qui aura été pendant un certain moment le film le plus cher d'ailleurs du cinéma. Mais ces canaux qui sont en fin de compte les plus traditionnels, la littérature, le cinéma, ne doivent pas minorer non plus l'apport qu'ont pu apporter d'autres plus populaires, plus récents aussi, comme la musique ou même les jeux vidéo. Il est important, je pense, d'en parler parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez minoré et ce serait oublier qu'il y a eu un apport très appréciable à ce niveau-là. Je vais commencer par la musique. La musique, alors récemment on a eu tout le phénomène qu'a apporté la série La Casa de Papel, qui a remis au goût du jour la chanson Bella Ciao et qui a permis à de nombreuses personnes d'apprendre qu'il s'agissait d'un chant de la résistance italienne justement antifasciste. C'est un détail pour certains et pour d'autres ça peut être une révélation qui va les pousser en fin de compte à aller plus loin, c'est ce que j'appelle une invitation. Beaucoup d'en fin de compte de musique vont permettre d'apporter ce genre d'invitation. Parmi les plus connus, en tout cas dans le domaine du rock, je pense à Sabaton, un groupe qui pendant des années, des décennies, même encore aujourd'hui, fait des albums de musique s'inspirant de batailles, de guerres, et depuis peu d'ailleurs on fait des vidéos sur YouTube expliquant ces conflits, ces batailles, ce qui permet d'ailleurs de préciser cet apport de la musique dans l'histoire militaire, qui est souvent d'ailleurs, comme je le disais, minoré. D'autres groupes aussi vont s'en servir pour une ou deux chansons, pour des raisons idéologiques ou politiques, parce qu'elles s'imprègnent totalement, en fin de compte, dans leur courant. Donc cela peut aller de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'échiquier traditionnel politique. Je vais prendre deux exemples. Le premier, les Béruriers Noirs, qui ont fait une chanson qui s'appelle la Makhnovkina. Cette chanson, a priori, tout le monde dira bon, c'est une chanson comme à l'époque des années 80-90, le mouvement punk, contestataire. Elle invite à se renseigner sur ce qu'est la Makhnovkina. C'est la première armée anarchiste, la seule d'ailleurs, anarchie-armée, très étrange. C'est une armée qui a élu ses officiers en fin de compte et qui s'est avérée essentielle dans la rupture des armées blanches en Ukraine lors de la guerre civile russe.
En dehors, en allant un peu plus à droite sur l'échiquier politique, on peut parler aussi de Paris-Violence. C'est un peu plus difficile à situer, mais dans les thèmes abordés, il y a un esprit très anti-soviétique qui réapparaît petit à petit. Et il y a tout de même un intérêt très vif de ce groupe pour la Première Guerre mondiale, où il y aura des titres comme Au front qui vont parler de l'expérience d'un soldat dans les tranchées. Ils ont aussi fait de nombreuses chansons sur les insurrections qu'il y a pu y avoir dans le bloc soviétique, avec l'album Budapest 56 qui parlera en fin de compte de l'insurrection de Budapest, en mettant en avant, comme je le disais dans cette invitation, à s'intéresser à certains noms qu'ils vont énoncer comme Palmaleter, qui était en fin de compte un officier, donc hongrois, qui avait été sommé par l'armée soviétique d'aller réprimer l'insurrection et qui va changer de camp avec ses hommes et qui donc vont poursuivre pendant cette insurrection le conflit aux côtés des insurgés. À côté de ces deux groupes, je pourrais aussi parler d'autres chansons qui ont essayé de mettre en scène des batailles et d'apporter un regard assez intéressant dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'histoire bataille, pas française, mais celle anglaise qui est apparue dans les anglo-saxonnes, qui est apparue dans les années 70-80 avec des figures de proue comme John Keegan, Victor Davis Hanson. On se met au niveau du soldat de base en première ligne et son expérience personnelle donc limitée. On a la chanson The Trooper d'Iron Maiden, qui raconte la bataille justement de Balaclava, du point de vue d'un chevaulegé britannique qui charge en fin de compte les canons russes et qui se fait tuer dans la chanson et qui raconte justement cela. D'ailleurs ça se fait amusant, c'est la pochette de l'album d'ailleurs qui est un fantassin redcoats britannique mort qui est avec son drapeau dans la main. Donc voilà, des petites notions par-ci par-là dans la musique qui permettent d'apporter un regard assez original sur l'histoire militaire. Au dehors de la musique, je vais parler aussi des jeux vidéo parce que c'est un des médiums actuellement qui a permis un essor assez fulgurant de l'histoire militaire au début du XXIe siècle en permettant à toute une génération qui a connu l'essor des jeux vidéo de s'intéresser à des sujets qui étaient peu ou pas connus. Donc parmi les titres les plus connus, il y a Age of Empires, les Total War et de jeux de guerre aussi comme Medal of Honor, Call of Duty. Ces jeux-là, d'une part par la représentation qu'ils donnaient assez hollywoodienne d'événements, permettaient d'ancrer des représentations dans l'esprit de ce jeune public et donc de leur apporter en quelque sorte des clés de compréhension sur un certain réalisme, un caractère assez cru de ces événements. Mais il y a des choses à noter au niveau de la représentation et des sujets évoqués. Dans les jeux vidéo, généralement, les concepteurs vont chercher une certaine profondeur, faire appel à des professionnels, historiens, des militaires aussi. Vous aurez aussi des diplomates qui vont pouvoir participer en tant que consultants pour essayer de donner un certain cachet au produit. Et je pourrais vous citer par exemple Medal of Honor en première ligne, qui était l'un des premiers jeux à mettre en scène l'opération Market Garden, dans un jeu donc où le joueur incarne un seul personnage. On y apprend notamment donc tout ce qui concerne cette opération à une époque, le jeu est sorti en 2001 si je ne me trompe pas, toute cette opération donc qui à l'époque était assez minorée par rapport à Overlord ou alors la bataille des Ardennes. Donc le joueur était plongé dans Arnhem en ruine, il devait essayer d'aider les parachutistes britanniques. Et en fin de compte, la morale de ce jeu, c'était de montrer que l'histoire militaire avait certes une continuité et certains événements pouvaient être minorés, pas oubliés bien entendu, mais minorés, mais leur importance n'en était pas moindre. Je parle aussi de faits précis qui peuvent être mis en scène dans des jeux vidéo à des fins politiques ou non. Je voulais parler du blanchiment en fait des troupes qui avait pu y avoir lors de la Seconde Guerre mondiale dans plusieurs armées. C'est un fait qui est mis en scène dans Battlefield 5 de manière très maladroite. Bon après c'est un jeu vidéo donc il fallait bien essayer d'apporter ce fait mais de le rendre accessible. Vous aurez aussi les jeux de stratégie qui permettent certes de refaire l'histoire, mais de mettre aussi dans les conditions d'un décideur. Et de se dire, effectivement, dans ce conflit ou cet événement, il est peut-être logique qu'il y ait eu cette erreur. Ou non, parce que je me suis retrouvé dans cette situation-là. Après, bien entendu, le jeu vidéo reste un média qui demeure assez... comment dire cela ? Maladroit parce que le joueur a cette possibilité de réécrire l'histoire. Mais il permet de mettre en avant des faits qui sont peu connus ou des événements qui mériteraient à l'être mieux. Maintenant, après vous avoir parlé des différents canaux de diffusion de l'histoire militaire, donc la littérature, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, il faut en venir au but.
parce que c'est bien de présenter l'histoire militaire, mais si c'est juste pour faire de l'histoire factuelle sans apprendre autre chose que des dates, ça reste assez limité. Il y a des buts derrière. D'ailleurs, cela soulève une polémique qu'il y a eu pendant un certain temps, ou tout du moins, je pense, dans le cadre académique. L'histoire militaire, qu'est-ce que c'est? À quoi sert-elle? Par son nom, on aurait pu penser qu'il s'agissait juste d'un moyen de créer une sorte de sentiment militariste ou patriotique qui voudrait à créer des vocations. Alors, cela est possible, des vocations peuvent être créées de manière diverse, mais ce n'est pas le but fondamental de l'histoire militaire. Je tenais à le préciser parce que c'est quelque chose qui malheureusement ressort souvent. On a l'impression que l'histoire militaire, c'est quelque chose qui a une fin politique. Pas forcément, elle sert à faire avancer la recherche et la compréhension que nous pouvons avoir d'événements, d'époques, de figures historiques aussi. Donc, de manière logique, il est vrai que si l'histoire militaire vise à faire comprendre des événements, on pourrait être amené à croire qu'elle tente de les légitimer, mais pas du tout, parce que cela voudrait dire par exemple que quelqu'un, je vais prendre l'exemple le plus capillotracté pour le coup, mais quelqu'un qui étudie le Troisième Reich ne signifie pas forcément qu'il est sympathisant des idées du Troisième Reich. C'est une question en fin de compte qui est mise en avant, une problématique qui va être étudiée, qui va être disséquée, afin de faire avancer en fin de compte le champ de la recherche et de la compréhension. Au-delà de cela, de la recherche, il y a des utilités pratiques à l'histoire militaire. Je l'ai expliqué, il y a les vocations qui peuvent être créées. Des personnes vont pouvoir vouloir travailler dans le renseignement, par exemple, à l'armée, diplomatie, ce genre de choses. Ou même, moi c'est mon cas, en tout cas, devenir consultant historique pour des produits. Je travaille dans l'industrie vidéoludique, donc des jeux vidéo, ça j'en ai parlé. Donc ce sont des vocations qui vont être créées par l'histoire militaire et on n'y pense pas forcément, alors qu'elles sont quand même très présentes. Au-delà de ça, elles ont aussi une utilité, on va dire, sociétale. L'histoire militaire permet aussi d'ancrer un récit, de créer en fin de compte un sentiment d'appartenance. Je ne parle pas forcément de patriotisme, chacun peut le ressentir comme il le veut, mais en tout cas de créer une continuité dans l'histoire et de donner une signification à chaque événement et en quelque sorte de permettre d'expliquer les réactions de pays ou de personnes en fonction des événements. Il pourrait y avoir des rivalités étatiques ou même un ressentiment entre plusieurs nations du fait d'événements historiques. L'histoire militaire est là pour expliquer pourquoi et même pourquoi pas d'apporter des clés de solution, essayer de résoudre les problèmes. Elle permet aussi de créer, alors c'est d'un point de vue beaucoup plus pratique et c'est au niveau des décideurs pour le coup, d'avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience. Tout à l'heure, lors de la cérémonie justement d'ouverture, j'ai pu entendre la citation de Churchill qui est tout à fait véridique dans ce cas-là, qui est qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est voué à répéter les erreurs qu'il a rencontrées. Et c'est un peu cela à quoi peut servir l'histoire militaire, c'est donner des clés de compréhension et des enseignements, ce qu'on appelle le rétex, d'opérations passées par exemple pour des officiers, qui vont permettre d'améliorer la doctrine, de l'adapter à de nouvelles situations. Je pense tout particulièrement aux doctrines de contre-insurrection dont il sera question demain dans une autre intervention de la revue d'histoire militaire. Donc au dehors de ces rétextes qui peuvent avoir lieu, il y a aussi ce sentiment d'appartenance dont j'ai parlé, qui peut aussi avoir lieu dans le cadre, on va dire, public, c'est très tiré par les cheveux ce que je dis, mais enfin voilà, dans l'armée par exemple, des unités vont commémorer, rappeler les grands faits d'armes parce qu'ils sont constitutifs de leur histoire. Que ce soit les régiments de l'infanterie de marine, la Légion, il y a toute une histoire derrière, depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, de grands faits d'armes. La Légion, je parlerai de Cameron par exemple, la bataille de Cameron, qui est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça un last stand. Moi j'appelle ça un barreau d'honneur, où adossés au mur, les soldats vont se battre en infériorité numérique jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière cartouche. À Cameron, il y a une issue favorable, en fin de compte, impressionné par la résistance des combattants de la Légion étrangère. Les soldats mexicains vont accepter leur reddition. Ils vont leur dire, ce sont des braves. C'est le cas, ils ont tenu pendant plus d'une journée, il me semble, face à des troupes 3 à 4 fois plus nombreuses qu'eux, même 10 fois, il me semble. Et c'est un fait d'armes qui est inscrit justement dans l'histoire de la Légion. Cameron, d'ailleurs, l'officier qui commandait à cette époque, j'ai oublié son nom malheureusement, honte à moi, avait une main en bois, et cette main en bois est justement exposée au musée de la Légion étrangère à Aubagne. En dehors donc de ces considérations d'appartenance, il y a aussi donc ce petit côté utilitariste, mais aussi qui est très salvateur en soi, très prospecteur, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, dans la prospective, d'essayer de résoudre des conflits qui pourraient avoir lieu, essayer de démêler des situations qui ont lieu actuellement à l'aide de l'histoire militaire. Il s'agit en fin de compte de remonter la bobine du film, essayer de trouver
des similitudes entre les causes et les conséquences. Alors, je vais le préciser, bien entendu. À deux situations similaires, existe-t-il des solutions similaires? Non. Non, mais il y est possible de s'y adapter et de, comme je l'ai expliqué dans les causes et conséquences, de trouver justement des petits éléments qui peuvent être réutilisés et permettre, peut-être en les améliorant, peut-être en essayant d'en changer le substrat, d'aboutir à des résultats meilleurs. Donc l'histoire militaire, comme je viens de l'expliquer, dans cette utilité, il y a une utilité qui est assez pratique pour les décideurs, les militaires, les diplomates, mais aussi pour le public, dans les connaissances, l'avancée de la recherche, les vocations. Tout un ensemble, en fin de compte, de raisons d'être qui font que l'histoire militaire mériterait d'être mieux connue et plus appréciée, en tout cas, je pense même au niveau académique, car on a actuellement d'excellents chercheurs qui sont en train de faire avancer le domaine. En conclusion, pour rappeler ce que je disais, l'histoire militaire dont je viens de parler est une conception mixte entre la conception d'histoire-bataille et le cas des war studies et de la polémologie. Son avenir, personnellement, au sein de la revue d'histoire militaire, c'est notre combat aussi, par son utilité, les bienfaits qu'elle apporte, ses avantages et le fait qu'elle mériterait d'être mieux connue, il semble qu'elle a de très beaux jours devant elle. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans une optique de recherche d'une véracité, d'une légitimité pour des décisions, qu'elles soient personnelles, collectives, à l'état national ou même dans la vie de tous les jours. Il y a cette recherche de ce petit élément qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus visible. Et le fait que l'histoire militaire soit de plus en plus visible dans ces différents médias dont j'ai parlé, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique, des jeux vidéo et de la littérature, montre bien qu'il y a un terrain aujourd'hui qui est en pleine effervescence. Et je l'espère, et nous l'espérons, enfin je l'espère en tout cas que vous l'espérez aussi, que l'histoire militaire va connaître d'ici ces prochaines années, le plus tôt possible en tout cas, pour ma part, connaître un regain de vitalité et aussi d'exposition. Merci beaucoup.